une pénurie qui concerne désormais toute la France. Vous vous en êtes forcément aperçu si vous vous êtes rendu en pharmacie. Compliqué, voire impossible de mettre la main sur certains médicaments. 37% des Français ont été confrontés à une pénurie de médicaments au cours de l'année 2023. On est en direct avec Pierre-Olivier Variot. Bonjour à vous, vous êtes président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Merci d'être en direct sur LCI ce matin. Alors on parle d'antibiotiques, d'antidiabétiques, de corticoïdes, de sérum physiologique, bref, 4000 références en rupture. Qu'est-ce qui est le plus dur à trouver aujourd'hui dans les pharmacies ? Bonjour. Dans les pharmacies, il y a certains médicaments qui sont en rupture, vous l'avez dit. Alors, les antibiotiques, ça va un peu mieux depuis cette semaine. Par contre, on a des antidiabétiques qui sont en rupture, on a des antibiotiques ophtalmiques qui sont en rupture, on a énormément de médicaments, des antalgiques aussi, des anticancéreux. Et ça veut dire, alors pardon, mais le cas de l'amoxicilline, vous avez parlé d'antibiotiques, mais l'amoxicilline, on nous dit qu'il y a 60% des officines en France qui n'arrivent plus à se fournir. La faute à quoi ? À qui ? Est-ce que c'est la production ? Alors, il y a deux types de ruptures en France. Il y a des ruptures quand il n'y a pas de médicaments, c'est le cas des antidiabétiques, c'est le cas de certains anticancéreux. Et puis il y a des ruptures alors qu'il y a des médicaments, mais les médicaments sont juste mal placés. Ils ne sont pas au bon endroit. C'était le cas de l'amoxicilline. L'amoxicilline, il y avait des productions qui étaient bonnes, il y avait un stock qui était bon, alors contrairement à l'an dernier, mais ce stock, il n'était pas placé au bon endroit, il était resté chez les fabricants. Et c'est un énorme travail qu'a fait la NSM pour essayer de comprendre justement pourquoi, alors qu'il y avait de la production, on n'avait pas d'amoxicilline au plus près des patients, dans les pharmacies, et qui a demandé à ce que les stocks soient libérés. Il y avait des stocks qui étaient faits, chez les industriels, entre 3 et 5 mois de stock, ça dépendait des dosages et ça dépendait des formes, et c'était pas dispatché, livré dans les pharmacies. Et du coup, nous, on pouvait pas dispenser ce médicament à nos patients quand il y avait des prescriptions. Aujourd'hui, ça va mieux, depuis maintenant une semaine, parce que la NSM a demandé à ce que ces stocks soient libérés et envoyés aux pharmacies. Donc ça a dû arriver chez les grossistes répartiteurs fin de semaine, et chez nous, ça va arriver, je pense, depuis le début de la semaine, même si c'est encore sous tension. Certaines formes sont sous tension, comme les dosages pédiatriques, par exemple, les sirops pédiatriques sont encore largement sous tension. Dans les pharmacies, on a quelques jours de stock, mais si on peut être réapprovisionné, ça va jouer. Par contre, si à nouveau, il y a une tension d'approvisionnement parce que les grossistes ne sont pas approvisionnés eux-mêmes, eh bien, on n'aura pas de médicaments pour les patients. Isabelle, le souci de l'approvisionnement, il est réel, et c'est aussi peut-être parce que, alors on s'en est rendu compte pendant le Covid, rien que le Doliprane dont on a eu besoin en masse, on s'est rendu compte qu'il avait énormément été produit ailleurs. On a trop délocalisé ? Oui, notamment donc produit en Chine, le fameux Doliprane. C'est vrai qu'on a énormément délocalisé notre industrie et on en paye aujourd'hui, donc on fait les frais aujourd'hui. Alors est-ce qu'il faudrait, et là je pose la question à notre invité, est-ce qu'il faudrait finalement relocaliser, réindustrialiser, comme on prévoit de le faire pour justement pallier à ce genre de problème ? Oui, bien évidemment, vous avez entièrement raison, mais ça, c'est l'analyse à long terme, parce que réindustrialiser la France, ça se fait pas aussi facilement que ça. C'est pas en claquant des doigts. C'est des usines à construire et avec des normes sanitaires qui sont conséquentes. Par contre, ce que l'on peut faire dès maintenant, c'est que on a besoin de transparence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une certaine opacité autour du circuit des médicaments. On ne sait pas très bien où sont les médicaments. Eh bien, si on met de la transparence, si le gouvernement demande qu'il y ait de la transparence dans les flux, dans les stocks, et en particulier au niveau de la responsabilité pharmaceutique, dans tous les maillons de la chaîne, il y a un pharmacien responsable, chez l'industriel, chez le grossiste et à l'officine. Bien sûr, on met de la transparence pharmaceutique et qu'elle va être primée, qu'elle va être au-dessus des intérêts financiers, alors là, on a une chance de pouvoir s'en sortir concernant les médicaments où il n'y a pas de stock, parce que ceux où il y a du stock, on a essayé de la régler avec la charte qu'on a signée avec le ministre, mais voilà. Et l'industrialisation, la réindustrialisation de la France, oui, c'est la bonne idée, mais ça va se faire à long terme. Et on ne pourra pas attendre 5 ou 10 ans qu'on réindustrialise la France. Et on ne peut pas se passer de médicaments pendant ce temps-là. Puisque vous parlez du gouvernement, justement, à la demande du gouvernement, une charte avait été signée en novembre pour répartir la distribution d'antibiotiques notamment. Est-ce que ça, c'est une bonne idée selon vous ? Est-ce que ça met encore du temps à être mis en place ou est-ce que ça a été tout simplement un coup d'épée dans l'eau ? Alors, je ne peux pas vous dire que c'est une mauvaise idée parce que c'est nous qui l'avons eu. C'est l'USPO qui l'a proposé au ministre. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait plus de confiance dans le circuit. Les grossistes se méfiaient des industriels, les industriels se méfiaient des grossistes. Nous, on était un peu la balle de ping-pong et la variable d'ajustement. Donc, on a proposé cette charte pour dire redonnons de la confiance dans le système. Faisons que tout le monde redevienne responsable.
Donc cette charte, elle va à mon avis régler une partie du problème, mais elle ne réglera pas tout le problème. Elle va régler le problème des ruptures type amoxicilline, mais elle ne réglera pas le problème des ruptures type antidiabétique, anticancéreux ou autres. Éric. Oui, Monsieur Variot, vous parliez de transparence et plutôt d'opacité. Qui, selon vous, organise dans la chaîne du médicament? Qui est responsable de cette opacité? Voire qui l'organise? Les labos? À quel niveau se situe cette opacité? Eh bien, à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il y a certains... les labos, donc, ils produisent, d'accord? Donc, quand il y a des stocks, c'est plutôt simple à régler. On voit, c'est la charte qui va le régler. Mais parfois, il y a des productions. Prenez par exemple les antidiabétiques. On a reçu un message des laboratoires disant « On ne pourra pas fournir la France en antidiabétiques. Donc, n'instaurez plus de nouveaux traitements sur certains médicaments. On va rester sur des traitements anciens, déjà instaurés, je veux dire. Et on n'instaure plus de nouveaux traitements parce qu'on ne pourra plus livrer. » Alors, il y a une explosion de la demande, peut-être. Ça, c'est une première explication. Une autre explication, c'est que les industriels, quand ils produisent, ils préfèrent vendre ailleurs qu'en France les médicaments parce qu'il y a un problème de coût. Les médicaments sont moins chers en France qu'à l'étranger, donc ils préfèrent vendre ailleurs. Et puis, il y a aussi une défiance vis-à-vis de certaines plateformes qui vendent des médicaments après aux pharmaciens, qui eux vont pouvoir aussi avoir ces médicaments et préférer les vendre en Allemagne, en Italie, ailleurs qu'en France, en tout cas parce que plus rémunératrices. Donc c'est pour des motifs essentiellement financiers que cette opacité, selon vous, est organisée? Il y a de grandes chances, oui. Pour l'opacité, hein. Pas pour la production. La production, elle est ce qu'elle est. Quand vous avez une production qui explose, prenez l'exemple du paracétamol, c'est ce qu'a dit la dame tout à l'heure. Quand vous avez une triple épidémie en France et partout dans le monde avec la Covid qui galope et qu'il y a une consommation de paracétamol importante, eh bien, on a une production qui est limitée et du coup qui ne peut pas suffire au monde entier. Alors tout ça, vous nous l'expliquez très clairement, et nous ici on est là pour en parler sur LCI, mais est-ce que justement les clients qui viennent vous voir en officine, ils le comprennent? Est-ce que vous leur expliquez? Parce qu'en fait on manque aussi de transparence là-dessus, le public n'est pas au courant. Alors, on passe plus de temps à essayer de trouver une solution qu'à expliquer. Bien sûr, on explique rapidement. Par contre, on ne laisse pas les patients sans médicaments. Il y a un an à peu près, en janvier 2023, quand on avait une prescription pour un enfant d'antibiotiques, de cortisone, de sirop antitussif et de Doliprane, c'était le combo gagnant, on n'avait rien du tout. On ne pouvait pas dire aux parents, écoutez, retournez chez vous, et puis, enfin, vous verrez bien. Donc, on trouve des solutions, mais c'est des solutions qui sont très chronophages. On estime que dans une pharmacie moyenne, on passe 12 heures par semaine à chercher des médicaments. 12 heures par semaine. 12 heures par semaine, c'est un tiers de temps de salariés, si vous voulez. C'est quand même pas normal qu'en France, on passe autant de temps que ça. Alors, on cherche des médicaments, mais aussi on trouve des solutions. Parce que quand on a une ordonnance avec un médicament que nous n'avons pas, quel que soit ce médicament, hein, on va essayer d'appeler les grossistes pour essayer de le trouver, puis après les laboratoires. Et puis si on n'y arrive pas, au final, on appellera le médecin pour voir avec lui quel traitement on peut changer. Je ne parle pas de substitution, parce que substitution, c'est un médicament pour un médicament identique. Là, c'est un médicament qui a le même but, mais qui n'est pas le même. Et on va perdre énormément de temps. Donc ça, les patients nous sont très reconnaissants. Et les associations de patients nous disent, heureusement que les pharmaciens font le boulot, mais c'est quand même pas normal qu'aujourd'hui en France, on en soit là. Merci beaucoup Pierre-Olivier Variot, on espère que la situation va rapidement rentrer dans l'ordre, surtout concernant l'amoxicilline, puisque visiblement il y a de bonnes nouvelles sur ce front-là. Merci d'avoir été en direct avec nous.